Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette 15e édition des Rendez-vous LEW avec une édition spéciale. Donc ce soir, un rendez-vous LEW spécial femmes d'influence sur Twitter en Marcom, suite donc à notre top 20 influenceuses Twitter. Donc on est ravi de vous voir aujourd'hui. On va commencer avec une présentation. On va se présenter parce que tout le monde ne nous connaît pas. On va présenter un petit peu le W, les rendez-vous et le W, et puis on parlera un petit peu du top 20. Donc, LEW, c'est Maud Rochant et moi-même, donc les cofondateurs de Les Experts du Web, qui est une structure de formation et de conseil en communication digitale et marketing. Donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner des directions marketing, directions de com sur tous les sujets qui tournent autour de l'influence et de plus en plus orientés sur la partie, on va dire, data et social data pour vraiment aider les directions de com et marketing à prendre, on va dire, les bonnes décisions. Et puis aussi, pas mal de community managers et de social media managers aussi, on les aide dans leur progression. Donc ça, c'est la partie, on va dire, centre de formation, puisqu'on est centre de formation certifié Calliope et CNEFOP depuis 2017. Et puis, l'activité aussi plus, on va dire, média, puisqu'on a un média qui s'appelle Visibilise, où on va traiter de l'information entrepreneuriale, puisque c'est un média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Donc, on va interviewer des chefs d'entreprise, interviewer des CDO, etc., pas que sur le digital, mais aussi sur l'aspect commercial, l'aspect managérial. Et on fait aussi un podcast. On en est à l'épisode 7, voilà, où on invite aussi un chef d'entreprise à s'exprimer, à donner un petit peu ses tendances et à donner un petit peu on va dire, un petit peu d'inspiration. Donc voilà pour nous et notre présentation. Les rendez-vous LEW, si tu veux bien nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr, Anthony. Alors, ce qui est intéressant, juste de reboucler juste avant, on a effectivement des médias qui ont pour objectif d'aider à la décision. On a aussi un compte Inclunum sur Twitter qui vise aussi à donner de l'information utile sur les sujets de l'inclusion numérique et qui, voilà, on va dire en parallèle de ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, catalyse un petit peu toute l'information sur ces sujets puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur chez LEW. Pour ce qui est des rendez-vous LEW, de manière générale, ce sont des talks qui sont dédiés sur les sujets du digital que l'on mène maintenant depuis 4-5 ans environ. On avait fait les premiers à l'époque, c'était avec Scoopit, sur le content marketing et c'était des rendez-vous physiques. Donc, qui avaient pour but d'évangéliser un petit peu sur les pratiques. On n'était pas forcément voilà, avec un public en face de nous qui était très aguerri du digital. Maintenant, aujourd'hui, ça mène un petit peu tout type de public, parce que c'est vrai qu'on a des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui sont aussi dans le community management ou d'autres types de directions. Donc voilà, finalement, ça brasse une audience assez large pour partager autour de ces sujets du digital. Et donc voilà, on a pu mener avec différents types de solutions technologiques ce type de rendez-vous. Donc j'ai parlé de Scoopit tout à l'heure, on a pu en faire avec SEMrush, Agora Pulse, plus récemment avec Ivancy également. Et donc voilà, et bien entendu, parmi ces rendez-vous LEW, une édition spéciale femmes d'influence sur Twitter chaque année. Et finalement, ce rendez-vous, il est venu finalement d'un parti pris qui était celui de se dire, effectivement, on a souvent vu, je pense comme beaucoup de gens, des classements à un moment donné circuler. Nous, on n'a jamais eu pour envie de faire un classement. On réfute un peu ce terme, même si bon, il est facile de le nommer comme tel. C'est plutôt un top et c'est vraiment pour valoriser les talents au féminin dans le numérique de manière générale. Non pas parce qu'on ne les voit pas, qu'ils n'existent pas, mais que c'est vrai que souvent finalement, dans les mises en avant qu'on peut avoir, on a souvent finalement un bassin féminin qui est un peu moins visible. Donc, l'idée, c'était de les mettre à l'honneur finalement via ce type de mise en avant. Et donc, voilà, c'est ce qui a donné lieu effectivement au tout premier rendez-vous spécial femmes d'influence qu'on a mis en place en 2019, à l'époque en physique à Sciences U. Et puis, par la suite, du coup, on a fait un rendez-vous digital avec le confinement oblige l'année dernière. Et donc, voilà, nouvelle édition aujourd'hui avec vous. Et c'est un plaisir que de vous retrouver ce soir. Absolument. Et
pour parler un petit peu justement de ce top influenceuse que l'on réalise donc depuis 2019. On voulait vous en parler un petit peu pour parler surtout de cet aspect, on va dire, de cet aspect classement en tant que tel, même si ce n'en est pas réellement un, le fait de valoriser justement les femmes d'influence nous tenait à cœur. Et c'est vrai que voilà, Maud le pousse aussi ce projet depuis 2019. Et il y a une réelle méthodologie donc derrière. Et je vais te laisser en parler un petit peu. Oui, alors l'idée, c'était surtout de valoriser les personnes qui avaient, les personnalités qui avaient effectivement un certain leadership sur la toile. Bon, on s'est concentré sur Twitter. Après, il y a plein de femmes formidables sur tous les réseaux et qui faisaient pas forcément partie de ce top en tant que tel, mais qui, bien sûr, à un moment donné, ont toute leur place dans justement voilà, cet écosystème qui est très, très riche. On le voit aussi que finalement, ça bouge pas mal depuis 3 ans. On retrouve des figures finalement chaque année. Et puis chaque année, on a aussi finalement des nouvelles femmes. Alors quand je dis nouvelles, c'est façon de parler parce qu'elles sont pas vraiment nouvelles pour celles qui se connaissent et puis qui connaissent un petit peu les personnes de nos métiers. Mais voilà, c'est intéressant de voir l'évolution qu'on a pu avoir sur ces 3 dernières années sur ces tops. Donc voilà, et surtout avec notamment de plus en plus de conversationnels finalement dans ce qu'on voit circuler aussi dans les échanges. Quand je dis de conversationnel, c'est vraiment beaucoup plus d'échanges dans les posts et qui concourent vraiment à un enrichissement dans le dialogue et on l'a aussi pris en compte notamment dans le top et qui globalement en fin de compte valorise aussi les prises de position sur des lignes éditoriales bien spécifiques autour de nos métiers avec des engagements bien sûr qui ont été mesurés très spécifiquement sur ces aspects-là. Donc effectivement, on a mis en place une méthodologie bien spécifique et bien entendu ici les mises en avant de ce top avec ces femmes n'est bien entendu pas le fruit du hasard. Donc voilà, et pour finir là-dessus, l'idée c'était effectivement de faire un pont sur le social ce soir avec ça et avec nos activités de manière générale, parce que c'est vrai que le social pour nous c'est vraiment un peu un leitmotiv, un motto à 360 comme on aime bien le dire. Donc voilà un petit peu ce qui meut l'esprit de ce soir au regard de ce top. Merci pour cette présentation. On va passer, il est l'heure de passer, on va dire, d'être dans le vif du sujet, n'est-ce pas, sur la première keynote. Donc la première keynote avec le titre « Comment utiliser Twitter pour son personal branding ». Et donc avec nous, pour parler de ça, nous avons donc Fabienne Guillat, consultante en communication et stratégie numérique, et Céline Beckrich, qui est consultante digitale et social media manager. Bonsoir à toutes les deux. Coucou de Lyon. Coucou tout le monde. Alors, la première question, elle est pour toi, Fabienne. C'est une question, on va dire, qui est relativement simple. Comment tu qualifierais ta démarche de personal branding sur Twitter en 2021 et comment, en fait, cette démarche, elle a pu évoluer justement depuis ton démarrage? Go. Vous me laissez combien de temps? 1 heure? 1h30. J'ai pris des notes parce que sinon je vais partir en vrille dans tous les sens. Alors, merci tout d'abord de votre invitation. Et puis, je trouve l'initiative très heureuse parce qu'on parle beaucoup de femmes et du numérique, mais en tout cas, le digital permet vraiment de donner une visibilité. Puis nous, bon, on est un peu plus aguerris, mais c'est vrai que je pense pour celles qui sont moins, qui connaissent moins les usages des réseaux sociaux, c'est vraiment un super tremplin. En tout cas, moi, ça m'a recréé complètement une activité. Et je trouve que pour les jeunes, pour les étudiantes, etc., ou même celles qui sont dans des parcours un petit peu, tu vois, biaisés, etc., c'est quand même vachement intéressant d'utiliser ces réseaux sociaux pour sa visibilité. Alors, je voulais déjà dire que pour moi, la question est difficile parce que je trouve que c'est pas évident de circonscrire du personal branding sur cette période 2020-2021 en plus, parce que c'est particulièrement singulier. Et en bref rappel, parce que j'y reviendrai plus tard, mais en 2010, quand je suis arrivée sur Twitter, c'était pas du tout stratégique évidemment, et c'est une
une découverte, c'est un petit peu avec ton parachute et puis tu sautes et puis tu vois comment ça se passe. Donc effectivement, mon usage s'est rationalisé et structuré au fil du temps et il y a quand même une base qui reste identique entre aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est la recherche de sources, la recherche de médias, également la qualification perpétuelle des contacts et puis petit à petit, c'est les relations qui partagent, donc la communauté se crée, les premiers cercles et puis ensuite, après, ce sont des relations professionnelles qui sont intéressantes pour des missions. Donc évidemment, c'est un travail d'ajustement au jour le jour. Et aujourd'hui, en effet, enfin après 10 ans, on peut dire que mon fil Twitter est vraiment ma vitrine qui est actualisée quotidiennement. Et souvent maintenant, on me demande des conférences sur la veille stratégique. Et pour moi, je trouvais que c'était assez pompeux, mais en fait, finalement, je crois que on est là-dedans. Hein. Au début, c'était du marketing, et puis maintenant, c'est quand même vraiment de la veille stratégique. Et en tout cas, chaque jour, c'est jamais acquis, c'est-à-dire que chaque jour, c'est un challenge à renouveler parce que il y a rien d'acquis et d'entériné, que ce soit en matière de sources, de médias qui peuvent évoluer et même encore plus en matière de contact. Donc, ça oblige à conserver une certaine perspicacité, une certaine vigilance même pour avoir un niveau de contenu qui soit qualifié. Alors, pour parler un petit peu marketing, en ce qui concerne les contenus, je fais vraiment un mix entre les informations que j'aime, et ça, c'est vraiment un mantra. C'est-à-dire que encore une fois, c'est pas stratégique, c'est vraiment des sujets qui me plaisent et qui me bottent. Alors évidemment, il faut quand même un peu essayer de diversifier, mais mon cœur, vraiment mon cœur d'activité, c'est l'apport du numérique pour les entreprises et puis les impacts dans notre société. Et alors on peut dire que tu vois, depuis 2010, c'était soft, mais alors aujourd'hui, tous ces sujets, les impacts sociétaux et sur la démocratie et la politique, on peut dire que c'est plus circonscrit au marketing, ça part dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité. C'est là où on doit être aussi un petit peu vigilant. Et on doit aussi maîtriser justement tout ça pour en tirer à la fois les avantages et esquiver les inconvénients, c'est-à-dire les fake news, les biais, les polarisations, les orientations et puis les manipulations. Ça, c'est vraiment des sujets qui s'ouvrent sur la captation des données par les GAFAM, etc., où on doit être très attentif. Et je suis un petit peu obligée d'ouvrir, donc là c'est un peu plus stratégique pour le coup, sur des sujets que je connais moins, comme la blockchain, l'écologie, qui peuvent intéresser mes lecteurs. Je fais aussi des écarts le week-end ou pendant les vacances, enfin, si vous regardez un petit peu de temps en temps, avec des domaines comme la photo ou comme la philosophie. Et à tel point que je me rappelle un dimanche matin, une copine m'appelle en disant Fabienne, on a piraté ton compte, regarde ce qu'il y a de posté hier soir. Et effectivement, j'avais posté une photo de Steven Meisel d'une nana à poil, quoi, dans la mer, et avec une citation philosophique, mais ma copine avait cru que c'était un pirate qui avait posté à ma place, alors que pas du tout, c'était moi qui avait bien posté consciemment cette photo. Mais ça ouvre un petit peu aussi, c'est-à-dire que les gens, tant pis s'ils sont surpris, parce qu'il y a des ministres, des dirigeants, mais basta, qu'est-ce que tu veux, il faut que je reste moi-même et que je me fasse aussi un peu plaisir. Alors, je passe évidemment des heures et des heures chaque jour sur mes listes Twitter, parce que j'ai fait des listes, et sur mon feed LinkedIn, mais c'est aussi rattaché à évidemment du concret, c'est-à-dire des copains qui sont experts dans différents domaines, des entrepreneurs, des gens avec qui je bosse, qui m'inspirent et qui m'ouvrent leur expérience. Et techniquement parlant, depuis 5 ans, je fais une veille un peu plus rationalisée, c'est-à-dire notamment avec de la programmation, mais ça reste assez artisanal. C'est-à-dire, je suis pas douée. Je pense à Jonathan Cham, qui est super bon en outils. Quand je le vois travailler en live tweet, je suis admirative. Moi, je fais vraiment tout à la mano, etc. Enfin, je suis vraiment très, très basique. Et finalement, c'est ce qui a valorisé aussi ce travail au quotidien, c'est bien évidemment les followers qui sont là, parce qu'encore une fois, je vais pas faire comme les stars, mais sans vous, ma communauté, on ne serait rien. Il y a quand même un côté comme ça. 100 personnes qui vous suivent. Coucou Serge, merci beaucoup. Je vais rougir malgré la surexposition. Et tous ceux qui me sollicitent aussi pour de la communication digitale. Donc ce sont eux, c'est vous qui accréditez en fait ma veille et qui aussi m'apportez l'info inestimable sur le monde numérique. Excuse-moi Fabienne, juste Oui. pour ajouter un petit mot entre parenthèses pour Jonathan. Jonathan Ouais. n'automatise strictement rien en live. Ah d'accord.
Je voulais te le préciser. Il dort pas alors. Mais par contre, il la tweet très vite. Je préférais quand même préciser parce que justement, au sein de la brigade, on est contre tout ce qui est automatisation. Voilà. On ferme la parenthèse et je te laisse la parole. Attends, oui, on en reparle parce qu'attends, sur ces tweets à 3 heures du matin, c'est pas programmé. C'est pas programmé, non. Dans son lit. Oui, tout à fait. Ouais. Wow. Moi, non, si j'automatise, parce que sinon je n'y arriverai pas et je suis quand même H24 dessus, mais ça n'empêche pas. Et mais c'est vrai que cette veille, ça donne une accréditation par les followers et par les missions, mais elle n'est pas, c'est pas directement rétribué. C'est-à-dire que les tweets que je fais, c'est interactif. En même temps, ça m'apporte de l'information, mais en même temps, je la redonne, je la redivulgue. Mais je suis pas, enfin, si, parfois je suis rémunérée pour faire des tweets, mais là, en tout cas, je suis pas rémunérée directement. Donc, c'est vraiment une question de visibilité et de notoriété. Ensuite, quand on est interrogé et mandaté pour des missions, bah, ça devient enfin concret. Et c'est vrai que j'ai longtemps répondu, on me dit waouh, c'est super, t'es sur les réseaux sociaux. Et je dis bah oui, mais tant que j'ai pas de rémunération sur ce que je fais, finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Allô? Ce qui est sympa aussi avec Twitter, c'est qu'il y a l'accessibilité. Et finalement, moi, c'est les dirigeants des grands comptes qui souvent m'alpaguent directement en message privé pour me demander une conférence ou pour me demander un contact ou pour me demander une mission. Donc ça, c'est cool parce qu'on passe même pas par des structures hiérarchiques, etc. C'est directement les décideurs. Et ce regard aussi des décideurs, ce regard distancié sur une observation un petit peu du monde numérique, c'est vraiment recherché par ces dirigeants qui sont souvent très isolés et qui ont besoin d'une vision un petit peu affranchie et qui n'est pas intéressée directement. C'est vrai que moi je suis consultante, je suis indépendante et je veux pas dire que je peux taper, enfin si je tape pas mal sur les GAFAM, mais bon je suis libre et c'est vrai que c'est très très apprécié de certaines instances dirigeantes. Et puis j'ai réalisé aussi là depuis quelques temps, c'est un peu dingue, enfin depuis 2-3 ans que vous devez le voir aussi à la Brigade du Web, mais qu'on est référencé dans des plateformes anglo-saxonnes qui nous contactent de temps en temps pour des campagnes de communication. Alors c'est souvent très connoté commercial. Donc moi j'aime pas trop et je veux pas être classée, je veux pas être compartimentée, donc j'en prends très 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 peu. En revanche, c'est hier, il y a une boîte, une agence sur la veille sur la propriété industrielle européenne, carrément, qui m'a sollicité. Alors là, je vais leur demander leur budget. Et puis, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment un impact sur cette notion d'influence auprès des grands comptes et des entreprises et des agences de communication. D'ailleurs, les marques là pendant cette période des confinements ont eu vraiment besoin des médias, ont eu vraiment besoin des médias digitaux et de médias et de comptes qui étaient référencés, qui étaient accrédités. Ils ont créé évidemment des tas de nouvelles formes d'événements en visio. Sur du professionnel, mais aussi sur du convivial. Je me rappelle avoir fait un truc, c'est les enfants qui m'ont expliqué parce qu'on me proposait une session d'œnologie, de découverte de vin, et moi j'adore boire, il faut que je le dise, une session d'œnologie par un grand compte. Et je me suis dit, mais je comprends pas, je vais être derrière mon écran. Et puis, et les enfants m'ont dit, mais oui, tu vas recevoir des bouteilles de vin. J'ai reçu une caisse de 10 bouteilles de vin, mais qui étaient succulentes en plus, du rouge, du blanc, etc. Et on a fait une découverte œnologique en visio avec le dirigeant de ce groupe, moi avec mes bouteilles, avec mes verres là devant mon écran et à canonner devant son écran. Et c'était vachement sympa, alors que, bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, mais ça a vachement bien marché. Et tout ça, évidemment, ça a augmenté beaucoup notre visibilité et je pense, et nos missions sur, pendant les confinements et pendant cette période-là. Je crois que je suis à peu près à 5 minutes. Là, non, je vais peut-être lâcher la parole. Hein. C'est bon, c'est tout bon, Fabienne. Merci. Merci beaucoup, nickel. Impeccable. On est dans les temps. Merci, Fabienne. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci pour ces retours très riches. Juste une précision pour les différentes questions. Si vous avez des questions, on les prend après chaque keynote. On les prendra à la fin de chaque keynote parce que je vois qu'il y a déjà des mains levées, donc on les prendra après. On va les traiter après, il n'y a pas de souci. Alors, c'est au tour de Céline. Bienvenue Céline, merci d'être avec nous. On voulait te demander, nous aujourd'hui, car tu es aussi une grande créative sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu mobilises ta communauté aujourd'hui et est-ce que finalement cette présence dynamique que tu nous donnes aussi sur Instagram te sert aussi dans le cadre de ta communication sur Twitter ?
Alors, merci déjà de m'avoir invité, d'avoir intégré dans ce palmarès. Et puis, je rejoins ce que disait Fabienne, en fait, sur cette authenticité qu'elle pouvait avoir en disant, je garde ma ligne éditoriale, mais je suis dans un secteur, ok, je communique sur telle et telle chose, ok, mais j'aime bien rester moi-même et tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment mon fil conducteur. Alors déjà, il faut remettre dans le contexte, je suis peut-être un bébé par rapport à toutes les personnes que je connais aujourd'hui sur Twitter, parce que je me suis mise sur Twitter, moi, pour le coup, je crois, en 2015 ou vraiment tout début 2016. Donc, finalement, avec le recul par rapport à l'ensemble des personnes sur Twitter que je côtoie, finalement, je suis plutôt jeune. Et même, il y a encore des choses quand on me parle de références Twitter ou des tweetos particuliers, je me rends compte que finalement, j'ai un décalage par rapport aux personnes. Par contre, la première chose que j'ai eue dès le départ, quand je me suis mise sur Twitter, en tant pour le coup Céline Beckrich, et pas forcément en tant que dit Céline, c'était d'avoir mon fil conducteur à moi, c'est-à-dire vulgarisation, partager des choses que j'aime, et là je rejoins complètement Fabienne, et toujours avec une pointe d'humour. Alors, mesurer en fonction du réseau social, évidemment, puisque sur Instagram, je ne fais pas tout à fait, même s'il y a toujours ce fil conducteur, je suis peut-être un peu plus extravertie, je dirais, sur Instagram, mais je reste quand même moi-même sur Twitter et même sur LinkedIn, et le tout en gérant les deux activités, puisque tu l'as bien noté sur la slide. Non seulement je me considère comme une activatrice de réseaux sociaux, mais j'ai une double casquette, puisque maintenant je suis secrétaire générale de la Confédération des Arts de la Table. Et donc, du coup, des fois, il faut allier les deux. Et c'est pas toujours évident. Donc, quand tu parles de mobilisation, je dirais c'est surtout rester ce que moi je veux partager, c'est-à-dire vraiment les choses qui me font plaisir. Et là, je rejoins aussi Fabienne, c'est-à-dire autour des réseaux sociaux, mais aussi autour du retail, puisque j'ai quand même travaillé pendant un peu plus de 13 ans dans le retail. C'est ce qui fait aussi que je suis toujours dans le secteur des arts de la table, parce que c'était mon secteur de départ. En gardant ce lien avec les retailers, peut-être plus proches via Instagram et Facebook que finalement sur Twitter, parce que cette communauté n'est pas du tout présente. Donc, pour le coup, je la fédère pas du tout à cet endroit-là, tu vois. Par contre, ça m'a permis vraiment de découvrir des comptes exceptionnels, rentrer en contact, et c'est là, je vais faire une analogie par rapport à Instagram, c'est que j'ai toujours considéré Twitter un peu comme Instagram, parce qu'il n'y a pas cette barrière de la mise en relation, finalement, qu'on a sur Facebook ou qu'on a sur LinkedIn. Et comme disait Fabienne, on peut directement contacter les personnes, et c'est beaucoup plus simple. Et on a vraiment ce lien de proximité, des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés en temps normal grâce à Twitter. Et du coup, au niveau de fédérer, on va dire, ma communauté, c'est vraiment, je poste ce que j'ai envie. C'est clair, je me mets pas de contraintes. Même dans le cadre de la brigade du web, où on fait aussi des collabs. Et ça, c'est très clair au niveau de la brigade, c'est de pouvoir accepter des choses avec lesquelles on est aligné et pas prendre sous prétexte qu'on doit prendre une campagne, par exemple. Et là, je parle sous le couvert d'Annie. On en parlera tout à l'heure, Céline. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je reste alignée par rapport à ce que j'aime. Maintenant, j'intègre un petit peu au fur et à mesure la Confédération des Arts de la Table. Par exemple, ce matin, enfin, c'était ma journée 4. Alors, quand je dis que je suis en journée 4 woman, c'est parce que je suis dans la Confédération des Arts de la Table, donc la 4. Et du coup, là, pour le coup, ce matin, j'étais plutôt côté 4, mais on était sur des sujets qui sont, alors, pour certains transverses, mais la plupart du temps, c'est quand même des sujets bien différents, à part le côté retail, mais comme le lien entre les fabricants, les distributeurs, la transformation numérique des entreprises et dit Céline, à un moment, ça se croise parce que les gens me retrouvent finalement sur les réseaux sociaux. Donc, je reste quand même moi-même avec ma pointe d'humour, mais peut-être que sur Twitter, elle est un peu plus mesurée et elle correspond un peu plus aussi à mon autre activité. Est-ce que vous aviez des questions? On prendra les questions. Est-ce que je réponds à ta question déjà? Est-ce que je réponds à vos questions, Maud et Tony? Ah oui, tout à fait. Tu réponds parfaitement à la question. Ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort chez toutes les deux sur cette première keynote. Encore une fois, c'est cette question autour de l'authenticité et au-delà même de la manière dont les choses se sont construites pour vous et la proximité qu'il peut y avoir avec les communautés. C'est toujours, quelque chose de fort qui ressort. Et je vais aussi faire un petit parallèle avec. Je me rappelle la fois dernière, Christine Soto nous avait dit aussi. La communauté que vous créez vous porte et en substance, c'est aussi ce que nous évoquait Fabienne finalement tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir aussi avec une façon
d'expérimenter différemment aussi sur ce réseau, que finalement les différentes expériences se recoupent d'une manière ou d'une autre. Ça fait un peu oh, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, Maud. Non, il n'y a pas de mal, j'avais fini. J'ai l'impression des fois, tu sais, qu'on enfonce les portes ouvertes parce qu'on dit tout, enfin, on est tous en train de dire qu'il faut de l'authenticité, c'est évident. Mais moi, ce que je trouve intéressant, parce que vouloir être authentique, c'est une chose, mais c'est après la perception des gens quand ils nous rencontrent aussi en vrai. Et je pense que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est ah, mais en fait, t'es la même que sur les réseaux. Ouais. Ça, pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais. Voilà. Et si on me dit que je suis la même sur les réseaux, déjà, alors à moins que je sois vraiment une brêle sur les réseaux sociaux, et auquel cas, bon bah comme ça, ils voient la vérité. Mais même, tu vois, ceux qui m'ont connue dans le passé, notamment ceux que je croise encore à Maison et Objets, des fabricants qui m'ont connue, mais genre à l'âge de 22 ans, ils ont suivi le parcours, l'évolution, puisque j'étais pas full digital comme je le suis maintenant. Et ben en fait, quand ils te disent mais t'as pas changé, en fait, t'es la même, bah ça pour le coup, pour moi, c'est important et ça compte énormément et ça compte et c'est ce que je veux que les gens voient quand je suis sur les réseaux sociaux, quoi. Avec mes petits travers, avec mes petites blagounettes, avec ma pointe d'humour, mais au moins je suis vraiment fidèle à moi-même et ça c'est vraiment le plus important pour moi. Et pas que pour toi, il y a Fabrice Frossard qui nous dit effectivement que c'est toujours mieux d'être soi-même puisque les autres sont déjà pris. Donc voilà, c'est un rappel utile. Ouais, ça fait très, on enfonce les portes ouvertes, mais pour le coup, en tout cas, pour nous, c'est une base. Moi, ça, j'en suis convaincue. Puis, de toute façon, ça transpire après derrière. Mais quand tu rencontres une personne, et je suis convaincue on a tous eu cette situation finalement de rencontrer une personne avec qui on avait échangé sur un réseau social, peu importe lequel, hein, ça n'a pas d'importance, et que finalement, confronté à la réalité, on se rend compte que la personne, mais vous avez l'impression que c'est pas avec elle que vous avez discuté. Et ça, moi, pour le coup, ça me pose un problème. Donc là, pour le coup, je pense que Fabienne, Annie, Émilie et même vous, c'est ça qui est intéressant, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir se rencontrer, Annie. Avec grand plaisir. On viendra à toi juste après. C'est de la question croisée. Fabienne, on va revenir à toi. D'après toi, qu'est-ce que il ne faut pas faire sur Twitter et au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer, on va dire, harmonieusement sur les communautés Twitter? Alors, on va revenir. J'aimerais juste reprendre, c'est aussi une notion de communauté, parce que tout à l'heure, j'étais avec, alors, pas encore des clients, mais avec des prospects, et qui me disaient, waouh, c'est de l'intelligence collective, hein, donc c'est vraiment un haut niveau intellectuel de business franco-américain. Et ils me disaient, ouais, on a des super contenus, alors on prépare une masterclass, etc. Et je dis, mais attendez, lorsque vous entrez dans une ville, vous arrivez à Strasbourg demain, ou à Pau, ou à Agen, par exemple, pour faire simple, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous leur dites, voilà, j'ai tel paquet avec moi, j'ai tel truc à vous vendre. Non, c'est pas comme ça qu'on démarre. Et c'est ce qui fait notre force là à toutes, c'est effectivement la communauté. Je veux dire, sans communauté, on fait rien du tout. Et en fait, la force, la gestion des communautés, c'est d'ailleurs un job chez Accor. Ma sœur travaille chez Accor, et il y a une personne qui a un poste affilié, attribué, qui est gestionnaire des communautés. Et je trouve ça assez dingue, parce que ça rejoint, en fait, c'est ça la valeur, c'est la communauté, et comment on l'entraîne ou pas, ce qui n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire, on se fait plaisir et la communauté est là. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire, je vais monter une communauté, la gérer. C'est pas une injonction qu'on décrète. Mais bref, à mon avis, c'est vraiment ça qui a la valeur auprès des marques et auprès des dirigeants qu'on conseille. Alors, Anthony, pardon, pour reprendre ta question, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que plus on se connaît et plus on est congruent. J'aime bien cette notion de congruence, c'est-à-dire que comme je suis là, comme je suis sur les réseaux, et quand les gens me rencontrent, pareil, Céline, waouh, mais c'est toi, et du coup ils nous claquent la bise, quoi, c'est-à-dire qu'on se serre même plus la main, les mecs. Ils ont des postes comme ça et ils vont te claquer la bise. Fadous, comment ça va? Enfin, c'est effarant la proximité que ça donne, et je dirais même cette notion de confiance, parce que finalement on est tellement présent au quotidien que il y a même pas besoin de se dévoiler. Quand on est soi-même, en fait, ça joue sur la proximité et du coup le lien et le crédit qu'on peut avoir. Alors, donc c'est aussi ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est discerner ce qui nous capte, ce qui nous attire, et puis ensuite définir ses intentions et le temps qu'on peut y consacrer. Il y a aussi la régularité, parce que c'est quand même très chronophage, et puis il faut tout de même un petit peu structurer avec une cohérence de la ligne éditoriale. Alors dans mon axe, qui est l'information, je dirais qu'il y a deux piliers. Il y a d'une part l'apport de l'information et de la valeur ajoutée,
Et puis l'autre partie qui est plus consacrée à l'aspect social, c'est donner. C'est-à-dire je donne ma veille, je donne mes informations avant d'entrevoir le moindre retour. Et ça, c'est super difficile quand on démarre sur les réseaux sociaux parce que les gens disent, bah oui, je vais faire ma promo. Et non, c'est comme les personnes qui vont sur LinkedIn parce qu'elles cherchent du boulot. C'est trop, je vais pas dire que ce soit trop tard, mais c'est très difficile. Et encore une fois, il vaut mieux apporter une valeur ajoutée avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que moi, ma position aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on sent qu'elles ont besoin de social, d'amitié, d'échanges sur les réseaux sociaux, un peu genre le café d'à côté. Alors que pour moi, c'est vraiment mon focus, c'est quand même beaucoup l'information et l'apport d'information et ma veille qui me sert pour des conférences, qui me sert pour faire des articles. Et même si j'ai des contacts qui deviennent des amis, finalement au fur et à mesure, je suis quand même assez focus sur l'information pure. Voilà, je sais plus par rapport à ce qui me semble être important de discerner dans les atouts, enfin dans les choses qu'il faut avancer quand on est sur les réseaux. Je sais pas si j'ai bien répondu. Tu as parfaitement bien répondu. Je pense que tu as apporté un très bon éclairage sur le sujet. Non, c'est parfait de nous faire partager ton expérience. Merci à toi pour cette réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, Céline, est-ce que de ton côté, toi, tu peux nous dire effectivement quel type de poste, on va dire les sujets ou la forme qu'ils prennent, fais-tu en particulier pour qu'on cerne un petit peu mieux justement ta démarche intellectuelle? Et puis, quels sont les tips que tu pourrais donner justement à ce sujet pour bien développer sa communauté aussi sur Twitter? Alors, c'est sûr, j'ai pas la même communauté que Fabienne, hein, on n'a pas du tout. Alors, évidemment, on sait tous, c'est pas la taille qui compte, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes bagages et sûrement peut-être pas la même ligne. Mais pour le coup, quand j'ai commencé à lancer Céline, déjà, je m'en suis pas rendu compte que c'était devenu, selon les gens, une marque. Et ça, c'est toujours un peu surprenant parce que je le dis avec beaucoup de recul parce que je me rends pas bien compte. Mais c'est une personne d'ailleurs qui est là qui m'a dit, mais tu t'es pas rendu compte, mais Céline est devenue une marque. Et en fait, l'objectif, c'était pour que ça rentre vraiment dans la tête des gens. Et vous avez dû le remarquer, je tweete toujours en disant, dis Céline, et je balance ou une question ou je partage un état ou un début d'article ou une accroche d'article. Ça, c'est ma façon de faire. Et Céline restera comme ça sur Twitter, sur LinkedIn et Facebook. Instagram, je ne le fais pas, par exemple. Mais on m'a déjà fait la remarque en me disant, mais je comprends pas tes phrases, en fait, parce que tu marques toujours Céline. Oui, mais en fait, je suis restée là-dessus, malgré le fait que l'on m'ait fait cette réflexion, mais je suis restée dans ça et ça, c'était mon accroche pour me différencier. Et finalement, quand vous arrivez, que vous êtes jeune sur Twitter, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont très compétentes, qui partagent une veille, mais de dingo, clairement. Et qu'est-ce qui fait la différence? Donc déjà, ne serait-ce que dans le tweet, alors je dis tweet, désolé, dans le tweet, c'est l'accroche que je mets à chaque fois dans Céline. Alors ça doit peut-être saouler les gens maintenant de voir ça, mais ça m'est égal. Et toujours cette petite moue que je mettais dans mes posts. Et alors, je le fais un peu moins, mais avant, je mettais je mettais un pied d'honneur de mettre dans chaque visuel le cadre Céline, le logo Céline et ma petite moue. Et en fait, ça rentrait dans la tête des gens. Donc finalement, même si on se moquait de moi avec beaucoup peut-être d'affection, en me disant « Ah oui, c'est vrai, c'est toi », avec ma petite moue sur le côté. Et du coup, finalement, c'est rentré dedans et avec une petite pointe d'humour pour me démarquer parce que déjà, je suis comme ça et j'aime bien mettre le petit truc qui va un peu piquer, mais dans le bon sens du terme. Toujours un petit truc rigolo ou avec un petit emoji, parce qu'on m'avait fait la réflexion par un temps pourquoi je mettais des emojis, que c'était un peu gamin, sauf que maintenant tout le monde le fait. Finalement, c'est pas déconnant de mettre des emojis dans un tweet, au contraire, ça humanise et puis ça permet de le structurer. Mais voilà, toujours cette petite pointe d'humour, toujours cette veille que je fais particulièrement sur Instagram, certes, mais sur les sujets aussi que j'ai abordés tout à l'heure, sur le retail, sur la veille sur les réseaux sociaux de manière générale.
et des sujets. Alors, je vais pas aussi loin, par exemple, que Fabienne. Fabienne disait qu'elle s'ouvrait sur d'autres sujets comme la blockchain et tout ça. Tu vois, Fabienne, c'est quelque chose, moi, je ne me l'autorise pas parce que il y a toujours ce problème de est-ce que je suis légitime de parler d'eux? Mais il y a des sujets, voilà, je n'ose pas trop m'y aventurer et peut-être à tort, hein, j'ai eu cette discussion avec d'autres tweetos en disant mais tu as le droit de partager un article si tu trouves qu'il est intéressant, même si tu ne maîtrises pas le sujet. Ça n'est pas de moi une experte en blockchain ou en intelligence artificielle, mais je pense que quand au début, et je pense à tous ceux qui se lancent sur Twitter, au début, c'est pas évident, mais c'est peut-être aussi sur n'importe quel réseau social. Notamment sur LinkedIn, on l'évoque souvent, les gens disent oui, mais ils osent pas commenter les posts, ils osent pas poster, ils ont peur du regard professionnel. Et c'est sûrement ça dont j'avais peur au départ, mais que je me suis un peu relâchée, détendue, on va dire, en me disant, mais de toute façon, qu'est-ce que je risque? Au pire, les gens n'adhéreront pas, et puis c'est pas grave. En fait, si on ramène à l'état, et j'ai déjà évoqué ça avec toi, Anthony, j'ai souvent évoqué le fait que si on considérait tous qu'on était juste un grain de sable sur cette terre, en fait, sur cette terre de tweetos, et qu'on arrêtait de se prendre trop au sérieux, comme si on était des personnes exceptionnelles, déjà, il y aurait plein de gens qui redescendraient un peu leur nuage et on aurait un vrai échange d'égal à égal, en fait, parce que personne n'est au-dessus de l'un de l'autre. Par exemple, Fabienne, qui a une plus grosse communauté, la première chose que je t'ai dit, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais dire devant Fabienne? Parce que pour le coup, c'était une référence plus importante pour moi. Mais finalement, c'est ridicule parce qu'on a toutes les deux des expériences différentes, des sujets, des expertises différentes sûrement. Elle aurait énormément de choses à m'apprendre et peut-être que moi, à contrario, j'aurais peut-être aussi d'autres choses à lui apprendre. Et si on arrive à faire preuve d'humilité, je pense, sur les réseaux sociaux, et on en revient sur l'authenticité aussi, bah, peut-être que tout le monde peut trouver sa place et après être libéré et de faire des tweets pour plaisanter ou des femmes des femmes dénudées un week-end comme Fabienne avec une citation derrière. Donc ça, c'est ma perception et ma façon de communiquer en tout cas. Mais il y a des sujets, tu vois, comme par exemple le quantique ou alors les bitcoins. Moi, j'aimais bien m'approcher puis essayer de comprendre des trucs parce qu'au passage, c'est quand même surtout pour essayer de capter deux, trois machins. Je peux te dire qu'il y a des communautés sur le bitcoin et le quantique, il vaut mieux éviter de tweeter un truc, même si tu reprends l'article de l'usine digitale, parce que tu as une communauté derrière qui te tombe dessus, quoi. Et ça clash, quoi. Enfin, c'est des gens pas toujours très agréables. Et du coup, là, je m'abstiens complètement de parler de Bitcoin quantique. Je connais bien Olivier Zrati, donc ça va. Sinon, j'évite. Donc là, tu vois, moi, j'ai fait comme toi, j'évite. Ah ouais. Je reste sur des sujets que, voilà, même si on peut pas tout connaître, ça c'est souvent ce que Tata Martine dit, hein, tu peux pas tout savoir, Céline, mais il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas prendre de risques. Déjà parce que c'est pas dans ma façon d'être de faire Madame je sais tout, clairement, mais juste faire preuve d'humilité. Quand je sais pas, dernièrement, je crois, c'est sur LinkedIn, tu vois, je fais ma petite revue du vendredi, ma petite revue social média, et du coup, une personne a évoqué Snapchat, justement, il m'a dit, tiens, j'ai pas vu, tu n'as pas évoqué Snapchat, les problématiques avec les influenceurs et tout ça, et je lui dis, écoute, en toute humilité, déjà, à part Snapchat pour moi, à titre perso, et faire les filtres, clairement, je me positionne pas du tout sur Snapchat. Les autres, je peux maîtriser un peu plus, mais celui-là, non. Par contre, ce que je te propose, ça m'intéresse, c'est que le prochain contenu qu'on pourrait faire, on pourrait le faire ensemble. Et du coup, comme ça, tu crées des collaborations. Et je trouve ça encore mieux parce que tu vas apprendre de la personne qui t'a donné un conseil. Alors, sauf évidemment s'il est un peu virulent. Et généralement, quand c'est des gens qui sont virulents, j'en ai pas beaucoup. J'ai déjà eu le cas une fois dans un de mes posts, mais sur LinkedIn, où la personne m'a taclé et je lui dis, écoute, si je me suis trompée, c'est pas grave parce qu'on peut se tromper également. Et je lui dis, tu sais quoi, on n'a qu'à le faire ensemble. Bon, bizarrement, elle est parvenue vers moi, la personne. Et quand on met, en fait, finalement, les gens sur le fait accompli, c'est comme des fois des petites coquilles peuvent arriver. Une personne peut faire une erreur dans un post, peut se tromper en postant un lien qui soit cassé. Et en fait, est-ce qu'on est obligé d'être virulent finalement et plutôt aller au-devant de la personne et de voir comment après on peut grandir l'un l'autre et collaborer. Et ça, c'est hyper riche en fait. Avec les bitcoiners, c'est difficile. Sauf eux. Merci Fabienne, je me fais attention. Merci à toutes les deux et Tata Martine, si tu nous écoutes. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première keynote. C'est le moment des questions. On a 3-4 minutes pour les questions. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser une fois, 2 fois, 3 fois.
Que nous dit Jérôme? La base du personal branding, la congruence entre personnel et professionnel. Je n'aurais pas dit mieux. Exactement. Tout à fait, Jérôme, tu as raison. Et Alice qui nous dit femmes d'influence, toutes workaholic. Ah. Ah. Alors, mesdames. Alors, mesdames. Absolument. Moi, j'ai pas compris par contre. Workaholic au travail. Alcoolique du travail. Voilà. On l'a peut-être mal dit, on a un quelque part, anglais. enfin, oui. C'est là où c'est très difficile. Parce Passionné, que... en général, ça va avec. Et le problème, c'est que quand tu es passionné, tu fais les choses avec plaisir et du coup, t'as pas de rémunération. Exactement. Et tu vaux zéro. Et moi, j'ai mis énormément de temps à me sentir légitime. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que des gens me payent pour faire de la communication ou un tweet ou un machin, etc., pour que je me sente un petit peu légitime. Tu vois, maintenant, ça va beaucoup mieux depuis 2-3 ans, mais pendant des années, ça a été difficile parce qu'en plus, c'est des nouveaux, il n'y a pas de grille de tarifs. Tu vas à la chambre de commerce, personne n'a une de tarif sur un tweet ou sur une campagne de com de live tweeting, quoi. C'est pas possible. C'est super dur. Et en tant que femme, je pense que ça rajoute une couche. Et bref, je pense qu'on va s'arrêter là sur voilà la difficulté de la légitimité et par rapport à la passion, effectivement, le côté où tu es non-stop connecté parce que tu adores ça et ça te fait un tout, ça fait une bulle où il y a tout, il y a tes amis, il y a, j'allais dire, tes amours, tes emmerdes, mais c'est une communauté. On dirait une chanson. Ouais. Une chanson, effectivement. Non, mais je chante pas. C'est dangereux. D'autres questions. Alors, nous avons répondu à Véronique. Gros, oui, il y aura effectivement un replay suite à cela d'ici, on va dire, 48 heures à 72 heures, probablement. Merci. Eh ben, merci à toutes les deux pour ces partages d'expérience. On va passer à la suite sur notre keynote numéro 2 qui a trait à l'influence marketing. Quelle éthique pour l'influence marketing en 2022? Et donc, pour cela, nous avons donc avec nous Annie Lichner, donc, qui est digital journaliste et fondatrice de My Digital Week, connue internationalement, et de la Brigade du Web. Et nous avons aussi avec nous Émilie Marquois, consultante médias sociaux, formatrice et conférencière. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Anthony, bonsoir Maud. Merci en tout cas, merci pour cette invitation. C'est super sympa et puis c'était un régal d'écouter Fabienne et d'écouter Céline qui fait aussi partie de la brigade, etc. Tu veux qu'on commence Bon, on y va, on est parti. On y va, d'accord. J'ai une première question pour toi, Annie, tu t'en doutes bien. Pour toi, quelles tendances sur l'influence sont marquantes dans cette ère post-Covid? J'avais pas envie de prononcer le mot, mais je vais le prononcer quand même, post-Covid. Les tops et les flops en matière d'éthique. En matière d'éthique. Écoute, on a évoqué tout à l'heure, pour moi, le fil conducteur, c'est l'authenticité. Et tu vois, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Je reviens de Biarritz où il y avait le one-to-one marketing digital et c'était vraiment le fil conducteur de ces 3 jours. L'authenticité, pourquoi? Parce que on a besoin, après cette crise sanitaire, de donner du sens à ce qu'on fait, tout simplement. Et l'authenticité, on est plusieurs là sur ce webinaire. On a chacun notre propre définition. Sur Biarritz, l'authenticité, c'est d'abord remettre les choses sur un plan durable, se projeter avec des bonnes bases. Moi, je vais vous dire, les choses, elles sont hyper simples. Pour moi, l'authenticité, le luxe, c'est de pouvoir choisir de dire oui ou de dire non. Dire non, c'est un vrai luxe. Dire non à un client, dire non à une campagne, dire non parce que elle ne correspond pas avec nos valeurs. Et c'est pas pour dorer notre blason, etc. Mais on dit souvent non au sein de la brigade, même pour nos clients, parce que c'est pas en phase avec nos valeurs. Et ça, je trouve que c'est important
parce que on n'aime pas le terme d'influenceur au sein de la brigade. On se voit plus et on se positionne plus comme des experts, des spécialistes dans le marketing d'influence, dans le retail comme Céline, dans les technologies ou l'innovation. Et puis d'ailleurs, un petit coucou aux brigadous qui nous suivent. Mais ceci étant, voilà, on est plus des experts et en tant qu'expert, eh bien, on sait où on peut aller, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on a notre savoir-faire. Et du coup, eh bien, on peut dire très franchement, là, moi, je le sens pas pour ma communauté, ça va pas engager, je le fais pas. Voilà. Donc ça, mais ça c'est un luxe parce que quelque part, eh ben, on renonce à une monétisation, à une campagne qui peut rapporter gros. Franchement, il y a des choses sur lesquelles on n'hésite pas. Et puis parce que pour donner du sens, moi je dis toujours, on est quand même dans un métier qui est formidable, dans lequel on s'éclate. La preuve, on travaille beaucoup. Mais ceci étant, on reste quand même dans un milieu qui est entre guillemets superficiel. Et donc, il y a rien de plus superficiel quand même que le marketing digital, qu'on le veuille ou non. Enfin, je veux dire, on n'a pas des vies humaines entre nos mains. Donc, pour donner du sens, eh bien peut-être que nous, on le fait par exemple à la brigade, on travaille comme si c'était des clients pour des associations. D'ailleurs, c'était hier ou avant-hier, Céline, il y avait Diversidays. Je veux dire, tout est préparé, les live tweets, comme si c'était nos clients. Mais il n'y a pas que Diversidays, on travaille aussi pour Téléthon Digital, on travaille pour différentes associations parce que ça donne du sens. Et puis, on se retrouve, la brigade, c'est vraiment partager une certaine solidarité, des valeurs, une vision, et voilà. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Alors après, pour revenir à ta question, mon cher Anthony, sur cette crise, effectivement, il y a eu des campagnes qui ont fait flop. On l'a vu au niveau de la crise sanitaire. On avait besoin de se retrouver sur des choses qui donnaient du sens. Donc, effectivement, on parlait du local, on parle de tout ce qui est RSE, on parle d'environnement. Et les marques qui n'ont pas su prendre de virage, elles se sont pris carrément des claques. Donc aujourd'hui, tout le monde revient à ce niveau-là. J'espère de tout cœur que ça va perdurer et que on va pas quitter ces bonnes intentions à ce niveau-là et qu'on va perdurer dans ce sens-là parce que effectivement, ça reste le socle et la base de la communication, c'est de faire sens avec l'humain, avec aussi les valeurs qui nous sont chères. Pour nous tous, on est tous dans la même barque et l'environnement nous concerne tous, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. En gros, je vais pas citer les marques qui ont fait des flops et voilà, ça serait pas très chic. Mais voilà. Après, pour moi, l'authenticité, ça va aussi avec une certaine forme d'éthique. L'éthique, pour moi, c'est mettre en place un certain nombre de valeurs auxquelles on croit et sur lesquelles, eh ben, on va travailler et sur lesquelles j'essaye. Je sais pas si Céline elle est d'accord avec ça, mais j'essaye en tout cas d'amener les membres de la brigade dans ce sens-là. Et on est tous d'accord, je pense, là-dessus. Savoir dire non, c'est très très important. Nous, on croit vraiment que l'influence, elle ne peut fonctionner que si elle fait sens à la fois pour la marque, pour l'influenceur et pour le lecteur. D'accord ? Sinon, ça sert à rien. Vous n'engagez pas, d'accord. Et là, nous sommes en train, au sujet de tout ce qui est éthique, nous sommes en train de travailler avec les membres de la brigade sur une charte sur laquelle on est le premier collectif d'influence B2B. Malgré tout, aujourd'hui, la Brigade du Web, c'est aussi une marque. Et donc, on se doit cette responsabilité de se dire, il y a eu des guides dans le B2C qui sont très bien faits. Il va falloir qu'on mette en place aussi une charte autour de nos valeurs, etc. Et pour pouvoir aussi se démarquer, parce que quand vous voyez, tout à l'heure, Fabienne t'a cité gentiment Jonathan, il y a Camille Jourdain qui nous suit. Bref, il y a c'est important pour nous de mettre en place cette charte avec des piliers qui nous paraissent essentiels, qui sont à la fois l'authenticité, la créativité, l'éthique, la légitimité.
quand on est un expert, quelque part, on est légitime dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, parce que derrière, eh bien, on est des professionnels, on fait de la veille, etc. On a de l'expérience. Malgré ce qu'elle dit et son humilité, Céline, elle a quand même beaucoup d'expérience dans ce qu'elle fait. Voilà. Mais elle reste modeste et je trouve ça, c'est tout à son honneur. Donc, et c'est vrai que au sein de la brigade, la plupart des membres, même je dirais tous les membres, sont relativement humbles et modestes. Et c'est ce qui fait aussi je dirais notre pilier. C'est important. Est-ce que j'ai répondu à la question sur l'éthique ou est-ce que Parfaitement. vous avez d'autres choses? Oui. On reviendra avec une deuxième question pour toi juste après. Merci pour ces réponses. Je t'en prie. Très précises, Annie. Ouais, merci beaucoup, Annie. Alors, Émilie, rebonjour Émilie. Bonjour, je suis là. On avait une question effectivement pour toi et notamment autour de tout ce qui était automation pour la sélection d'influenceurs. Comme on en parlait rapidement tout à l'heure, comment toi tu l'aperçois? Est-ce que tu es pour? Est-ce que pour toi finalement c'est un moyen de mener des campagnes de marketing d'influence de manière efficace ou pas du tout? Est-ce que globalement tu es adepte ou pas en termes d'éthique? Quelle est ta position sur ce sujet? Bon, bah, je vais faire comme tout le monde. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous et merci pour tous les échanges. C'est très instructif. Et puis, c'est le bonheur de pouvoir échanger avec des personnes comme vous. Et puis, je reviendrai sur certains propos de Annie, notamment en répondant à cette question. Et je m'excuse aussi pour la voix. C'est un petit peu éraillé. Donc, j'espère que je serai quand même audible. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, en fait, je vais pas pouvoir dire je suis pour ou je suis contre. En fait, j'ai pas la prétention de dire que c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire, il faut pas le faire. Je pars du principe que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, il y a ceux qui vont choisir des moteurs de recherche d'influenceurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a ceux qui vont préférer recourir à une agence d'influenceurs qui ont des bases de profils de plusieurs centaines de milliers de personnes, qui ont aussi leur propre technologie pour gérer de bout en bout les campagnes de marketing d'influence. Donc, c'est assez phénoménal. Hein, ça gère vraiment toutes les étapes du processus. C'est impressionnant. Alors, ils ont tous leurs techniques, leurs critères de classement, etc., etc. Et puis, il y a un troisième point. Chacun est libre aussi de ne pas recourir à ces moyens. Ces moyens que je dirais plutôt nouveaux et récents, parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tous ces outils qui permettent d'automatiser certaines tâches. Et donc, du coup, voilà, moi, je n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Par contre, j'ai un avis sur la question et je parlerai plutôt de mon expérience personnelle. Heureusement ou malheureusement, je le vois plutôt comme un point positif. Je me considère un peu vintage, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je vais absolument pas recourir aux moyens dont j'ai parlé, aux fameux nouveaux moyens, c'est-à-dire tous les outils et toutes les technologies. Et au risque de passer pour quelqu'un d'un peu traditionnel, rien ne vaut un bon brief et quelques heures de recherche pour trouver les perles rares qu'on m'a demandé. Sachant que, bien évidemment, je ne parle que d'une partie du marketing d'influence, à savoir l'identification, la sélection des influenceurs. Et je dirais aussi, malgré tout, aussi, c'est peut-être le point négatif dans l'approche que moi j'aime bien adopter, c'est que c'est chronophage. C'est sûr que quand on passe par des outils que j'ai évoqués, quand on a des grosses bases de profils, on sélectionne 5 ou 6 critères et tout de suite le système vous sort une liste d'influenceurs. Bon, c'est vrai que c'est rapide, mais bon, moi, je suis vraiment sur une approche traditionnelle. Après, rien n'empêche d'avoir une approche un peu hybride, de commencer par les outils et ensuite de faire une sélection, un tri manuellement. Mais bon, voilà, moi, je suis plutôt sur une approche vintage, traditionnelle, sans outils, sachant que ça me permet aussi de voir certains défauts. Par exemple, quand on a un influenceur qui travaille pour 10 ou 15 marques différentes, on peut se demander si c'est un influenceur qui est crédible pour la marque pour laquelle je travaille. Et est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui à disposition permettent d'identifier ce genre de choses? J'en suis pas certaine. Après, je prétends pas connaître tous les outils qui existent. Je suis sûre qu'il y en a certains qui sont très intéressants.
qui ont des approches intelligentes. Et on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, à voir. Mais voilà, moi, je milite plus pour une approche traditionnelle, à la fois sur la recherche d'influenceurs, sur le processus, mais aussi de manière générale sur la gestion des médias sociaux. Et puis, il y a un point, alors il y a un terme que j'ai retenu dans l'intervention de Annie, c'est le terme humain. En fait, quand je pense automatisation, c'est peut-être regrettable de ma part, mais je peux pas m'empêcher qu'il y a ce côté humain qui est mis de côté. Or, quand on recherche des influenceurs, on essaye de créer un lien entre une marque, un influenceur, et Annie a rajouté aussi le lecteur. Et finalement, quand on passe par des outils, ça fait vraiment artificiel. Où est la création de liens? Où est la création d'une relation sur le long terme? Parce que le but, c'est de créer une relation sur le long terme. Malheureusement, il y a des marques qui disent on fait une campagne et on s'arrête et je vous recontacte l'année prochaine. Mais bon, voilà, je peux pas m'empêcher de penser que on est arrivé à une époque où on a besoin de tout automatiser, de tout industrialiser, de tout professionnaliser. Et honnêtement, c'est pénible. Moi, ça m'énerve un petit peu. Et je milite pour qu'on revienne aux fondamentaux, à ce qu'on faisait il y a 10, 15 ans. Maintenant, est-ce que toutes les marques suivront cette approche? J'en doute. Il y a certaines qui vont peut-être choisir la facilité. Mais voilà, moi, j'ai une approche un peu traditionnelle et qui mise sur l'humain et la création de liens. Voilà, c'est peut-être un défaut, mais moi, je considère que c'est une qualité. Émilie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais plus si j'ai mis mon micro. Oui, on t'entend. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me rappelle quand on travaille quand même avec des grands comptes. Et ces grands comptes me disaient, nous, on travaille avec des agences social media. Et pour nous, les influenceurs, c'est une boîte noire. On ne sait pas avec qui on travaille derrière. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Je dis, ah bon? Donc, mais comment vous travaillez? Oh, on ne sait pas. Il y a des postes, c'est magique, ça voilà et puis voilà. Mais je dis: «Mais il y a de l'humain derrière, il y a des hommes, il y a des femmes». Je veux pas faire la promo de la brigade, mais simplement dans la brigade, si tu veux, on est tous identifiés. Les Martine, les Céline, les Jonathan, les Camille, et cetera. On est loin de la boîte noire et c'est le travail artisanal, si tu veux. C'est le côté, comme tu dis, on passe beaucoup de temps en amont quand on doit travailler sur le lancement d'un événement, sur plein de choses. Vraiment, on travaille pratiquement des fois même la nuit, donc et les week-ends compris. Mais si tu veux, ça reste artisanal pour nous. Moi, je trouve que c'est extrêmement précieux, le côté artisanal. Oui, C'est ce je qu'on suis a d'accord. malheureusement perdu au fil du temps. Et bon, c'est malheureux, hein, mais parce qu'en fait, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui finalement ne connaissent que les outils. Moi, ça m'est arrivé d'échanger avec certains étudiants que je formais il y a quelques années. Premier truc qu'ils font, c'est quand ils arrivent dans une agence, c'est alors quel outil on installe pour trouver des influenceurs. Je dis non, non, commencez pas. Déjà, apprenez à savoir ce qu'est l'influence, ce qu'est un influenceur, comment les identifier. Commencez déjà par des approches plus traditionnelles, éventuellement à comparer les démarches pour voir ce qui ressort. Parce que même s'ils ont des centaines de milliers de profils dans des bases, bon, eux non plus ne sont pas exhaustifs. Et sur quels critères ils se basent? Le quantitatif, le qualitatif? Enfin, il y a des choses qu'on Le nombre n'arrive pas à d'abonnés. capter, je pense, dans les outils actuels. Ouais. Ouais, tout à fait. Vive l'artisanat. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Le pour sur-mesure. C'est ces ça. précisions. On va continuer sur les deux dernières questions parce on commence à être très, très en retard. Du coup. D'accord. Merci beaucoup, Émilie. On reviendra à toi Merci à vous. juste après. Annie, j'avais une seconde question pour toi. Avec tout ce qu'on a vu dernièrement, la crise sanitaire, etc., je ne vais pas revenir dessus. Comment tu vois l'évolution des campagnes d'influence d'ici, on va dire, 2 à 3 ans, à peu près? Écoute, j'arriverai pas à me projeter d'ici 2 à 3 ans parce que je me pose des questions aussi. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau de l'influence? Il y a encore des choses à découvrir. Il y a des nouveaux réseaux qui arrivent, il y a des nouvelles plateformes, et cetera. Ce que je vois arriver, c'est qu'on est beaucoup dans l'instantanéité. On le voit avec TikTok qui prend de plus en plus d'ampleur avec ses vidéos de 15 secondes maximum, et cetera. On est, cette nouvelle génération qui arrive sur les médias sociaux, tous ces jeunes sont avides de partager, et cetera. On s'aperçoit aussi qu'il y a c'est ce que j'ai retenu aussi sur Biarritz, qu'il y a des plateformes,
qu'on laisse un petit peu de côté, en dehors de les Twitter, les LinkedIn, les Facebook, les TikTok, ce que vous voulez. Le jeu, le gaming représente une plateforme extrêmement importante en termes de médias sociaux pour les jeunes. C'est aujourd'hui presque, c'est le numéro 1 en termes de plateforme, il faut le savoir, et où les marques sont en train de s'engouffrer pour justement essayer d'aller vers cette génération qui avide de gaming. Donc tout ça, c'est en train de se transformer. Les frontières deviennent de plus en plus floues, je trouve, et ça devient aussi complexe d'engager de plus en plus nos communautés. On n'est pas à l'abri d'un problème d'algorithme pour les uns, pour les autres. C'est bon, voilà, et c'est à nous aussi d'être toujours créatifs et de faire en sorte écoutez, de s'adapter, et puis tout en restant nous-mêmes. Donc c'est un gros challenge, et puis voilà, quoi. On verra bien, mais c'est pas évident, je trouve. Je trouve que ça se complexifie quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, tous et toutes là. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi, Annie, parce qu'en fait, on a la multiplication des plateformes, on a la multiplication des types de profils d'influenceurs. Avant, on avait les macro-influenceurs, maintenant, on a les nano-influenceurs. Bon, bientôt, ce sera encore moins, je sais pas, encore plus bas que les nano-influenceurs. Donc, non, ça se diversifie, ça se complexifie, et c'est vrai que c'est pas évident de se projeter dans les prochaines années, quoi. C'est vrai. C'est clair. Peut-être que ça va aussi peut-être un peu plus se nicher sur des vraiment, et à ce moment-là, on revient sur vraiment des toutes petites communautés. Enfin, j'ai pris la parole, c'était peut-être pas. Non, vas-y. En fait, c'est un truc assez drôle, une conversation que j'ai eue lundi. Je donnais une formation pour un réseau, et le responsable commercial qui était avec moi commence à me dire qu'il fait de la pêche. Et j'ai cru qu'il rigolait, en fait. Et d'ailleurs, grâce à Fabrice Frossard, j'ai rencontré un influenceur pêche. Alors moi, ça m'a un peu... C'est tellement loin, finalement, un influenceur pêche, quand on n'est pas passionné par la pêche. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ces toutes petites niches, mais avec un putain d'engagement. Et derrière, peut-être souvent un ROI beaucoup plus important, parce que c'est quand même des communautés très spécifiques de passionnés. Et c'est peut-être ça qui fait la différence par la suite, où il y aura vraiment plein de micro-niches et plein de micro-influences avec un vrai sujet qui sera beaucoup plus... le lien va être plus fort. C'est peut-être utopique, hein, on balance une bouteille à la mer comme ça, hein, mais je me dis qu'il y a peut-être un truc où vraiment on va avoir des micro-communautés, et c'est un peu ce qu'on voit aussi sur TikTok, finalement, des gens qui sont très spécialisés dans quelque chose. Tu te regardais le TikToker qui fait du bricolage, mais qui vous explique comme si vous étiez avec lui dans le truc, et vous explique comme si vous étiez son pote ou l'entrepreneur avec lui, et c'est assez exceptionnel, quoi. Pour te rejoindre, c'est assez amusant parce que j'ai eu l'occasion d'identifier des influenceurs dans tout ce qui est carrelage. Et autant dire qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs qui existent, mais enfin pas mal, tout est relatif, mais il y en avait quelques-uns quand même qui se comptaient sur les doigts de la main. Et c'est assez intéressant de voir leur capacité à intéresser une communauté sur du carrelage, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, au même titre que Merci à vous pour ces partages, et effectivement, les différents types d'influences qui vont continuer à se développer. Et comme vous l'avez dit, un moteur essentiel, c'est la passion. Émilie, une dernière question pour toi. Est-ce que, selon toi, l'influence marketing, du coup, est suffisamment encadrée dans les campagnes? Est-ce que tu penses que ça mériterait pas peut-être un peu plus de règles ou un peu plus de transparence? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je vais essayer de faire court parce que le temps nous est compté. Alors, je commencerai déjà par revenir à ce que disait Annie tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, avec le confinement, avec la Covid-19, on a des choses qui ont bougé. Donc, il y a beaucoup plus d'attentes en termes d'authenticité, de transparence, de besoin de confiance de la part des consommateurs. Donc, les marques, d'une certaine façon, sont obligées de s'adapter et de faire les choses qui vont dans le bon sens. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Et le deuxième point, c'est alors, pour parler d'une initiative en particulier, cet été, il y a la deuxième édition de l'Observatoire de l'influence responsable qui est sortie, donc qui a été sortie par l'ARPP. Alors, c'est l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, et donc qui permet d'identifier s'il y a des choses qui fonctionnent bien, s'il y a des choses qui vont mal. Et là, en l'occurrence, sur la dernière édition, on s'est aperçu qu'il y avait, on va dire, si je devais résumer cette deuxième édition, c'est peut faire mieux.
Et le point fondamental qui ressortait, c'est que ce sont ces fameux influenceurs, les nano-influenceurs, ceux qui ont moins de 10 000 abonnés, qui ont plus de mal à faire preuve de transparence, alors que les macro-influenceurs sont déjà dans une autre catégorie. Ils ont certainement un peu plus d'expérience et de recul sur les choses, et donc, du coup, ils sont plus éthiques et responsables. Et en lien avec cette édition qui prouve aussi, de l'édition de cet observatoire, qui prouve qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet, c'est que justement la RPP a sorti un certificat pour les influenceurs. Donc c'est un certificat de l'influence responsable qui est très intéressant puisque du coup c'est via une plateforme e-learning, on suit un petit cursus, on a une petite formation, on apprend ce qui est la transparence, on apprend ce qui sont les principaux principes éthiques en lien avec le marketing d'influence. Et puis après, sous réserve effectivement d'avoir répondu à un certain nombre de questions correctement, on obtient ce certificat. Donc voilà, sans vouloir passer en revue toutes les initiatives, il existe des choses. Après, sans vouloir être défaitiste, malheureusement, il y aura toujours des marques, des influenceurs qui ne suivront pas les règles et qui ne seront pas transparents, éthiques et responsables. Donc, il y en aura toujours, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui bougent et c'est plutôt une bonne chose. Juste, Émilie, ce guide, c'est uniquement pour le B2C. Et nous, on voudrait, avec, tu vois, rajouter un complément en B2B. Et le certificat dont tu parles, il est vachement bien fait. Il coûte 49 €. Et franchement, ça vaut le coup de le faire. Mais ça met du temps avant d'être certifié quand même si tu. Alors, c'est bien que tu parles de B2B versus B2C, parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de marketing d'influence, on pense d'abord B2C. Mais de plus en plus, on commence à rechercher des influenceurs en B2B. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Merci à toutes les deux. De rien, avec plaisir. Pardon, j'ai remis le micro. On va prendre une question avant de passer, parce que le temps passe tellement vite, navré. On va commencer à prendre les questions, effectivement. Mais merci encore pour tous ces échanges passionnants. On avait une question de Thierry qui nous demandait comment finalement arriver à s'adresser de la manière la meilleure possible auprès de ces différentes communautés, comment adresser une long tail au niveau des différentes communautés, nano-communautés, micro-communautés, comment y parvenir via l'ultra-personnalisation de l'influence, comment est-ce qu'on peut tendre vers l'ultra-personnalisation de l'influence. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Bon, on a la réponse, mais on a la réponse, pas la science infuse, mais on a une idée de réponse. Mais je ne sais pas, Annie ou Émilie, si vous voulez répondre à notre ami Thierry. Ce que disait Fabienne peut-être au début, c'est ce qui fait l'engagement d'une communauté, c'est vraiment le fait d'être régulier, de poster régulièrement. C'est chronophage, on le sait, mais c'est ça qui va vous permettre de créer un lien, d'être proche avec votre communauté. Et puis l'autre question, c'était l'ultra-personnalisation. C'est sûr que lorsqu'on est influenceur, quelque part, on est peut-être un peu expert dans un domaine, on peut pas être généraliste, donc faut garder son cap, et ça marche. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne? Voilà, j'active déjà mon micro. Oui, je pense que alors, on parlait des plateformes d'agences qui recherchent des influenceurs, mais c'est vrai que souvent, on m'a consulté, puis je voyais que c'était des plateformes qui prenaient des YouTubeurs, des Instagrammeurs, enfin, pas du tout ma cam. Et je pense que c'est pas évident non plus pour les marques et les agences d'arriver à identifier les plus petits influenceurs dont on fait partie. Mais c'est là où aussi, comme on est à la mano, comme l'indiquait Émilie, on est plus artisanaux, et on passe aussi à travers les mailles du filet quand même. Donc, je pense que c'est pas simple de qualifier des plus petits comptes qui ont aussi certainement un peu plus d'intégrité et de congruence. Eh bien, merci. Moi, je rejoins Annie et je rejoins Fabienne. Et sur l'ultra-personnalisation, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, en plus, aujourd'hui, c'est très difficile de percer, notamment sur Twitter, à moins d'avoir une ligne éditoriale qui est très pointue, ou que ce soit pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Et donc, on a un très bon exemple d'ailleurs avec Céline. Donc, voilà, c'est essentiel de réussir à se distinguer d'une façon ou d'une autre, en tout cas. Donc, la personnalisation, oui.
Top. Merci pour ces réponses complètes. Merci à toutes les Merci deux, à toutes les trois, à toutes à les toutes quatre. les quatre. Au top. Super. Ouais. On va passer à la Merci. suite sur la première conférence. Conférence Talk Poker. Talk Poker, c'est un petit peu historique, on va dire, pour nous, historiquement parlant. Voilà, on les connaît depuis plusieurs années. On travaille avec eux depuis plusieurs années et c'était vraiment un plaisir de les avoir déjà l'an dernier avec Charlotte Clément sur une conférence. Et donc, pour cette édition, cette troisième édition des rendez-vous spécial Femmes d'influence, donc on a avec nous donc Christopher Toutain qui est donc account manager donc chez Talkbroker France. Bonsoir Christopher. Bonsoir Christopher. Ça, bonsoir. Ah non, c'était le Non, contraire. c'était bon tout à l'heure. Ah, pardon, je voyais pas le petit carré vert, c'est pour ça. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci Anthony du coup pour l'introduction. C'est avec plaisir du coup que je suis là pour vous parler aujourd'hui des plateformes ou en tout cas du social listening. Pour revenir rapidement sur ce que disaient Annie et Émilie. Tout d'abord pour Annie, j'ai beaucoup aimé sur les nouveaux réseaux sociaux parce qu'en effet il y a TikTok, on se connaît, mais aussi beaucoup Twitch. Twitch avant le confinement, voilà, c'était en plein démarrage. Le confinement, ça a beaucoup aidé la plateforme à se développer. Aujourd'hui, il y a même France Télévisions qui est dessus. Il y a Samuel Etienne, du coup, journaliste et présentateur TV, qui fait des revues de presse matinales. On va avoir des clubs de sport qui vont faire des avant-matchs ou qui vont même commenter les matchs directement sur Twitch. Donc, c'est vraiment une plateforme qui prend de l'ampleur et qui est intéressante à surveiller, qui va faire que grandir de toute façon. Et d'un autre côté, pour reprendre ce que disait Émilie, c'est vrai qu'aujourd'hui, les influenceurs, il y a beaucoup de travail manuel à faire derrière. Des plateformes, c'est bien pour une idée des ambassadeurs, mais il y aura toujours le travail manuel à faire. Donc, qui dit plateforme dit toujours travail manuel, même si bon, on peut automatiser. Il y a toujours besoin d'expertise humaine et ça changera pas, on aura toujours besoin. Alors, du coup, concernant tout d'abord la présentation, je vais essayer de me tenir aux 10 minutes. Donc, oui, on va parler du coup du social listening pour que tout le monde soit un peu au même niveau en termes de connaissance du social listening. Donc, pour reprendre très rapidement, le social listening, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, ça va être la capacité d'écoute des différents sites internet, blogs, réseaux sociaux, qui permet du coup aux marques de faire des constats, de prendre des décisions stratégiques dans leur campagne ou dans leurs activités marketing, communication. Du coup, ça va être d'écouter directement la marque pour laquelle on travaille, que ce soit directement la sienne ou cliente, ou également on va pouvoir observer des marchés, des tendances du coup de marché, des tendances de consommation pour pouvoir orienter ces différentes communications, orienter aussi ces différentes stratégies, rester à l'écoute du marché pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui impactent le business derrière. En Talkpoker et les plateformes de social listening, on va avoir généralement 3 types d'activités. Le premier type d'activité, ça va être la collecte de données, c'est récupérer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites web, les forums, etc. pour pouvoir ressortir du coup les différentes données. Ces données-là, c'est bien de les avoir, mais ce qui est mieux, c'est quand il y a une expertise derrière, c'est ce qu'on attend d'une plateforme. Et donc du coup, c'est là où l'IA, donc l'intelligence artificielle, va intervenir pour enrichir cette donnée, lui donner un sens. Donc on va lui donner une image, une vidéo, un sentiment pour pouvoir faire un tri rapide dessus. Et par la suite, du coup, le dernier type d'activité, ça va être la visualisation de la donnée. Cette visualisation de la donnée, ça va être des reporting, des widgets, quelque chose qui va des différents visuels qui vont correspondre une fois assemblés à ce qu'on attend d'un rapport et qu'on peut personnaliser pour ensuite le partager ou retravailler dessus. Talkpoker, nous, on va permettre de répondre à 12 cas d'usage. Donc, les 12 cas d'usage principaux, on les a là. Je vais pas tous les énumérer parce qu'on est à 12, on va passer à 18, on va passer une vingtaine parce que, comme les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes évoluent. Il y a différentes expertises qui vont se mêler à ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va permettre de protéger on va avoir une partie protection, une partie mesure, une partie optimisation. Cette partie protection, c'est de regarder ce qui se dit en général sur une marque ou sur une tendance, pouvoir anticiper des crises et pouvoir les gérer. La mesure, vous promenez la parole sur les réseaux sociaux, quel impact ça a pu avoir par rapport à vos concurrents. Et l'optimisation, c'est d'aller regarder ce qui se dit sur les concurrents, ce qui se dit sur un marché, regarder des potentiels influenceurs. On appelle ça des influenceurs, mais le terme exact serait plus ambassadeur.
pour pouvoir connaître vraiment tout de son marché, avoir une vision 360. Historiquement, on était sur le social listening. Maintenant, on va passer sur l'intelligence conversationnelle. Je suis désolé, Anthony, au mode, il y a eu quelques animations. Voilà, on peut les passer les animations, mais c'est de passer vraiment de l'écoute de base à l'intégration de différentes données internes qu'on peut avoir. Donc, ça va être différents mails à traiter, différents résultats des call centers, les différents questionnaires qu'on va intégrer dans TalkWalker. Donc, le but, c'est d'avoir une plateforme pour tout centraliser. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plateformes passent du social listening à l'intelligence conversationnelle. C'est d'intégrer le plus de data possible pour centraliser la donnée pour pouvoir ensuite prendre des décisions sur une seule et unique plateforme, notamment avec l'intégration de reviews, etc. TalkWalker, du coup, c'est une société qui a été créée en 2009 par deux Luxembourgeois. Donc aujourd'hui, on est présent au Luxembourg, on est présent à Paris depuis un peu plus de 2 ans, on est présent aux États-Unis, etc. On a plus de 2000 clients partout dans le monde. Ça peut être des grands groupes du CAC 40 comme Orange, ça peut être voilà, Canal+, ou sinon ça va être aussi des indépendants, des agences. Vraiment, on a de tout type de clients. On a plusieurs produits qui permettent de répondre à l'ensemble des demandes qui nous sont effectuées. Ce que je disais, c'est que TalkWalker, on a une couverture 360 degrés. 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir les réseaux sociaux, les sites en ligne, les blogs, les forums. Et au besoin, vous travaillez avec Kantar, vous travaillez avec Cision, vous voulez intégrer du coup des données, ça va être totalement possible d'intégrer votre veille print dans une plateforme. Aujourd'hui, les plateformes aussi vont pouvoir faire de la reconnaissance d'images, de vidéos, de logos. Le but, c'est vraiment d'avoir l'ensemble de la donnée, donc qui peut être textuelle et non textuelle également, que ça soit du coup via une reconnaissance de logo ou via un podcast, par exemple, où on a pu être cité. On va du coup intégrer différentes données et au niveau du cas concret aujourd'hui que j'ai voulu présenter en fait un cas qui va parler à tout le monde parce que ça a eu lieu ce lundi. C'est les différents bugs sur les réseaux sociaux qui ont eu lieu du coup lundi soir avec Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc ce que j'ai voulu montrer par là, c'est avec le langage booléen, on peut faire des recherches pour aller regarder toutes les fois où les mots ont été cités. Donc là, on va chercher toutes les fois où Facebook, WhatsApp et Instagram ont été cités, uniquement en France, voilà, parce que ça peut être le pays qui nous intéresse pour cibler notre recherche. Ensuite, du coup, grâce à la technologie, on voit que généralement, il y a entre 1000 et 2000 publications par jour qui concernent directement WhatsApp, Facebook ou Instagram cités comme tels. Et tout d'un coup, on a eu le pic de résultats sur le premier tableau où on a atteint plus de 50 000 publications en 1 heure qui concernent du coup le bug des réseaux sociaux. Et dans le tableau du dessous, du coup, on voit qu'il y a eu un pic de sentiments négatifs. Donc en fait, on a bien reconnu qu'il y a eu un bug qui a été prononcé. Et on pourrait se dire, oui, mais il y a aussi un pic de sentiments positifs. En fait, en cliquant sur le positif, on va voir que c'est que ce bug a profité à Twitter notamment, qui a vu une hausse de ses visites, d'où un sentiment positif qui a pu être généré à travers une crise. Du coup, les plateformes vont pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, nous donner des différentes visions. Donc là, en fait, c'est sur un bug, ça aurait pu être sur un marché. Par exemple, on va regarder l'écologie, ce qui se dit autour de l'écologie en général. On va trouver le développement durable, l'agro-agriculture. On va vraiment trouver des sous-tendances. Bah là, en fait, je me dis qu'il y a un bug. Au lieu d'aller regarder un par un les publications, quel est le bug précis, bah, je pourrais aller regarder directement les différentes phrases qui ont été citées lorsque le bug a été trouvé. Et donc, on va retrouver différents mots et différentes entreprises qui ont été liées. Et on voit qu'on passe de Facebook, Instagram et WhatsApp qui a été cité à Twitter. Au niveau du coup là de la reconnaissance d'image, j'ai pris totalement quelque chose de différent, puisqu'on va être sur un cas du logo Dior qu'on a reconnu dans la plateforme TalkWalker, et c'est toutes les fois où du coup le logo a été repris. Donc on a les affinités, donc quelles sont les marques qui ressortent lorsqu'on trouve le logo Dior. Donc on peut trouver du Chanel, du TikTok, du Hugo Boss, et également ensuite on va avoir un focus sur les publications qui ont été écrites, qui ont été publiées avec le logo qui a été reconnu. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment pas par un mot, c'est vraiment directement le logo qui a été entraîné et reconnu. Suite à ça, là, c'était lors d'une vidéo.
Donc vraiment, c'est pas textuel, ça va être vraiment la vidéo. On a reconnu du coup le logo, on l'a encadré en rouge pour montrer dans la vidéo à quel passage on retrouve le logo. Ça peut être bien, en fait, ça va nous servir pour vous projeter dans un cas d'usage. Admettons, vous travaillez avec une marque qui veut faire un partenariat avec une équipe de sport. Vous travaillez avec des acteurs de la grande distribution qui veulent savoir avec quoi associer leur eau pétillante, une pizza ou n'importe quoi. Et ben du coup, ça va vous aider à vous projeter, savoir quelles sont les tendances de consommation d'un produit ou d'une marque au moment où elle a été publiée. Totalement quelque chose de différent cette fois-ci, c'est de passer à l'intelligence conversationnelle. Du coup, ce que je disais, c'est qu'on passe du social listening à l'intelligence conversationnelle. C'est de pouvoir rentrer du coup des questionnaires satisfaction, de pouvoir rentrer des sites d'avis, de pouvoir avoir une overview du coup du sentiment. Donc, on va intégrer les différentes notes qui ont été attribuées. Donc, ça peut être des étoiles, ça peut être des notes sur 20, et on va attribuer un sentiment à ces notes-là qui permet de savoir si c'est positif, négatif ou neutre. Donc ça, c'est vous qui le déterminez. On peut le déterminer avec vous, il n'y a pas de souci. Et on va intégrer aussi le texte qui permet d'avoir le sentiment. Donc cette appli bug, voilà, bon, ça va être négatif, il y a 1 sur 5. On va pouvoir le bien catégoriser. Là, du coup sur cette slide, ça va être les différents feedbacks qu'a pu recevoir une marque. Donc du coup, c'est des faux résultats, c'était pour la démo. Mais du coup, voilà, on voit que la première publication, c'est still waiting for feedback. Donc, du coup, on le classe directement dans le négatif, mais c'est bien un survey, donc un questionnaire qui a été rentré dans Talkpoker. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus seulement aller vers le social listening, c'est de pouvoir intégrer différentes données dans la plateforme pour pouvoir centraliser les différents besoins. Une fois que vous avez ces résultats, alors là, je vous demande pas de tout lire ou autre. Le résumé vraiment de cette slide, c'est lorsque vous avez des résultats qui vous intéressent, vous pouvez les exporter, les envoyer en PowerPoint, en PDF, pouvoir les retravailler sur une présentation, pouvoir les interpréter. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même créer une newsletter à partir de ça ou exporter également en CSV pour pouvoir avoir les données brutes. C'est tout pour l'outil. Si jamais vous avez des questions plus tard, j'ai mis mon mail. Mais le but, c'était vraiment de comprendre que les outils sont là pour vous accompagner dans vos différentes campagnes ou en tout cas différentes stratégies marketing. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette présentation. Et Ils nous oublient une fois qu'ils sont il y en dans a qui ont des questions, ils pourront effectivement venir les poser tout à l'heure. On va passer à notre ultime conférence avec donc Vincent Montet que nous accueillons. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand mot, conférence. Tout de même. Pour te présenter brièvement, avant de te laisser la parole, donc Vincent Montet qui est avec nous ce soir. Donc Vincent est le directeur fondateur des MBA-DMB, acronyme de Digital Marketing et Business, donc tout un grand monde, et vice-président de l'Axel. Donc voilà, Vincent avec nous ce soir. Donc on avait effectivement une question à voir ensemble. Donc, c'était de savoir effectivement quels usages des réseaux sociaux, finalement, pour les jeunes générations en 2021, pour toi, étaient à l'œuvre. Merci beaucoup. À nouveau, merci pour la participation, pour les discours et la conversation qu'on a eue. Et puis, je salue également des amis qui sont dans les panélistes, soit on s'est connus sur Twitter et puis après on s'est rencontrés dans les salons, soit dans les spectateurs. Je salue Thierry également. Donc on est entre amis et je dois vous dire en dehors de merci que depuis ce matin j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que femme d'influence, que fais-je là? Hein? Ok, je suis le hockey boomer du panel, j'ai compris. 51 ans, comment évoquer ça, parler de ça et pourquoi quelque part dans mon histoire, même personnelle, c'est un combat, et je préfère dans votre titre Femme d'influence, guerre des femmes, et puis on va voir comment la jeunesse traite l'influence. Mais il se trouve que je suis issu d'une famille de 3 sœurs aînées, d'une mère et d'un père absent. Donc, moi, je suis né dans un environnement et c'était pas l'enfant roi, l'homme roi. Ensuite, tout au long de ma vie, je me suis associé pour créer une agence, Grenade & Sparks, à une femme présidente. J'ai eu d'autres associés masculins.
Je peux vous dire que j'ai vu la différence entre être associé à une femme et associé à des hommes. C'est très concret. Et encore d'autres choses, j'ai été au conseil d'administration de l'IAB, petite association sur le digital, pendant 10 ans. Un de mes faits d'armes, c'est d'avoir imposé le quota de 50% de femmes au conseil d'administration. Quand je l'ai fait, ma fille de 25 ans m'a dit « Bravo papa ». Mes amies femmes de 30-40 ans sont venues me voir en me disant « J'ai une tête de quota, moi ». Donc le combat, il est compliqué. Alors en quoi je suis légitime, et je ne le suis pas, pour évoquer le sujet, c'est juste, je voulais vous retransmettre une observation de 25 ans d'enseignement dans le digital. J'ai commencé à Léonard de Vinci, et je salue Jonathan de la brigade, Thierry, des anciens élèves. Et puis, depuis 6 ans, au sein de l'EFAP, j'ai construit ce MBA. On fête la semaine dernière, 1000e diplômés, et dans ces 1000 personnes, j'ai 70% de jeunes femmes qui, depuis 6 ans, ont décidé de prendre le pouvoir dans le digital. Et je ne pourrais que ce soir vous retransmettre quelques pistes d'observation de leur comportement par rapport à le sujet femmes, influence, influenceurs. Alors d'abord, et si je calcule, ça fait 600 jeunes femmes de 21 ans à 31 ans. 2 grands postulats à 80%. La première, le boulot, c'est pas ma vie complète. Ça, cette génération-là, elle pose les bases. Le modèle des parents, serrer les dents, travailler 12 heures par jour, et puis vous allez tenir le coup, ils font non, 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 non. Et c'était pré-Covid, alors post-Covid, je vous en parle même pas du sujet. Deuxième sujet, j'ai hésité à tous les hashtags, Woman in Tech, nanana, nanana, je vais prendre le hashtag Girl Power. Toutes, elles déboulent, très clairement. Et j'ai une fille de 25 ans qui a attaqué ma déprogrammation neurolinguistique. Et c'est mon aîné dans ce cas-là, à 25 ans. Si je la considère pas comme mon aîné, ça va être compliqué. Parce que mes réflexes de hockey boomer, on va en parler. Et donc, toutes elles disent Girl Power avec trois grandes causes. La défense des femmes, féminicide, LGBTQI++. Et puis RSE. Oui, elles disent tous, les réseaux sociaux, on va là-dessus pour défendre ces causes. Mais quel réseau social? C'est simple. Instagram, TikTok, Pinterest et Twitch pour les gameuses en effet. 2 grands absents du réflexe, Twitter et LinkedIn. Ça, vous allez voir que Twitter, sur cette génération, qui s'intéresse pourtant au marketing digital, est loin d'être le premier réseau social. À quelques exceptions près, où elles sont déjà productrices de contenu, voire influenceuses. On a des étudiantes de première année qui ont 350 000 abonnés sur YouTube. À 19 ans, sur Body Positive, le surpoids, j'assume. 350 000 abonnés. Quand elle a un prof qui lui fait la communication des années 80, communication média hors média, l'influenceuse de 18 ans qui a 350 000 abonnés, elle est plus puissante que le prof qui lui fait un cours soi-disant sur les médias. Donc, ça pose plein de problèmes. Mais sinon, toutes, elles sont beaucoup plus dans la posture de spectatrice, lectrice, d'influenceur, certes. Et ça, elles le disent toutes. Il y a l'influence, on va dire, mode et entertainment, et l'influence de ces causes. Et quand on parle avec elles, j'apprends énormément sur Instagram des comptes engagés d'influenceurs autres que des influenceurs B2C pour vendre plus de parfums, plus de crème ou plus de téléphones portables. Elles sont spectatrices et on leur dit, OK, mais l'influence, ce n'est pas que l'influence pour une marque, c'est l'influence pour ton personal branding, pour ton projet professionnel. Et là, on regarde les contenus. C'est sûr, on a certains contenus, je suis beau, je suis belle. On a certains contenus où mon réflexe d'Ok Boomer est de dire, attends, c'est un contenu playboyesque. Mais ça, c'est OK Boomer. Quand je discute avec les étudiantes, elles me disent, mon corps, mon pouvoir. Là, on a un changement de paradigme qui va être compliqué à gérer parce que toutes les strates de la société perçoivent ces contenus de manière très différente.
mais elles ont décidé d'assumer complètement. Sur l'influence, en dehors du Graal d'être influenceuse, je reviens au sujet, tout d'un coup on leur dit « Ok, mais tu peux influencer ton projet personnel et professionnel. Tu peux donc être une micro-influenceuse pour ta propre marque. » Et là, on aborde Twitter. 3 mots quand on parle Twitter, et je vous retransmets une expérience live. Hein. J'ai oublié de présenter le MBA. On a cette année 250 étudiants, 11 campus, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Shanghai, Alger, 4 univers de transformation digitale, la santé, la beauté et la cosmétique, l'art et la culture, et la Chine. Dès la rentrée, hein, chez nous, les téléphones portables sont obligatoires en cours. Là, à la rentrée, je fais fermer tous les desks et j'ai dit, vous sortez votre téléphone. Alors, ça fait 5 ans qu'on leur dit, cachez vos portables. Ah, mais pourquoi, monsieur? Ben, pour tweeter. Et là, bouh, on a des gros yeux. Mais tweeter quoi? Mais tu te rends compte, tu es en train de rencontrer un professionnel, pas un prof. Tu as du contenu. Et là, le réflexe sur Twitter, c'est, ah non, c'est pour les footeux, les gamers et les haineux. C'est l'image de Twitter. On a beaucoup de mal à leur faire comprendre et à travailler sur, attends, c'est d'abord un outil de veille prioritaire dans le marketing digital, et ensuite, step by step, tu vas pouvoir construire ton réseau. Elles comprennent toutes dans l'exercice du live tweet sur un événement. Une fois qu'on les plonge dans le live tweet, elles font, ah là, j'ai vu une photo d'une aînée à 2,50 m parce que je comprends que l'angle, elle est pas loin de moi. Ah, elle est sur Twitter. Ah, puis je vais peut-être prendre un café avec elle après. Et là, elle découvre que les réseaux sociaux, c'est comme la vie. Honnêteté, sincérité, et ça paye. Mais il y a ce prisme, ce biais cognitif. Il faut avoir un autre comportement sur le social media versus la vraie vie. Sur LinkedIn, on commence la rentrée par « Donnez-moi votre SSI ». Alors là, j'ai 80% de la salle qui me regarde avec des gros yeux. Et puis, je laisse un silence. Et puis, je regarde si elles ont le réflexe Google. Et puis, elles découvrent que j'ai une note LinkedIn. Là, sur LinkedIn, pour ces jeunes diplômés, ils ont compris le CV online. Ça, ils ont compris. Mais la relation online sur LinkedIn, ils n'ont pas compris. Et construire son influence, c'est en tout cas, pour nous, l'élément clé. Et quels sont les freins qu'elles peuvent avoir sur Twitter et LinkedIn? D'abord, là aussi, un autre biais cognitif, la recherche de l'exhaustivité. En fait, quand elles arrivent sur un réseau social ou sur un contenu digital, elles se disent « il faut que je lise tout et que je sois exhaustif ». Or, le flux Twitter, il est phénoménal. Il faut leur mettre dans le cerveau que je ne peux pas être exhaustif. À n'importe quel instant T sur Twitter, je ne verrai jamais tout. Ce qui compte, c'est le moment de rencontre de mon flux, comme dans la vie. Je ne vois pas tout le monde, mais il y a des moments où j'ai des vraies rencontres et qui me permet, c'est ce moment-là de rencontre qui me permet d'avancer. Ensuite, elles nous disent « mais qui je suis pour parler ?» Tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué, la légitimité. Qu'est-ce que je vais dire? Et puis, je vais dire une bêtise. Là, on leur rappelle le volume de données dans Twitter à la seconde. Ta bêtise, elle ne va pas être pour l'éternité. Hein. Elle est tellement éphémère que tu as le droit de te tromper, d'une part. Ensuite, on leur rappelle que le social media, c'est de l'humanité, tout simplement de l'étonnement, se réjouir, s'étonner à nouveau de tel ou tel contenu. C'est déjà une prise de position. Et petit à petit, on a des jeunes femmes qui aujourd'hui sont montées à 2000, 3000, 5000 abonnés en 6 mois sur Twitter, avec une vraie ligne éditoriale, parce qu'elles ont compris, et c'est tout notre propos, que quand je suis après l'entretien de recrutement, moi, je prends le CV, je le jette et je fais prénom, nom dans Google et j'appuie sur rechercher. Et là, elles découvrent qu'il y a 10 positions et que les réseaux sociaux permettent de prendre ces 10 positions en partie et de pouvoir les contrôler. C'est là tout l'enjeu de notre enseignement,
pour qu'en 6 mois sur la version full-time ou 1 an sur la version part-time, tout à chacun doit pouvoir se positionner sur ces 10 premières places pour que le prochain recruteur dise « Ah ouais, c'est cohérent ». Et voilà comment on peut avancer. C'est les quelques pensées dans le désordre, 1000 excuses, pas forcément ultra structurées, que je voulais vous transmettre. Et donc, je garderai de femmes d'influence, plutôt, je vous le rappelle, femmes, et puis femmes dans le digital, parce que je trouve que notre secteur est un des secteurs les plus dynamiques. Ce n'est pas encore gagné. Je crois qu'on est quand même dans le digital à plus de 22% d'écart entre les femmes et les hommes, même dans le digital. C'est une réalité. Mais si notre secteur peut être un des pionniers de cette transformation sociétale, vous me trouverez toujours défenseur de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Vincent. C'était très structuré. Oui, très structuré, passionnant. Et puis on voit que, enfin voilà, par chez toi, il y a vraiment tout un observatoire, voilà, qui nous apprend énormément aussi sur ce qui se passe chez justement les jeunes générations et ce qu'elles vivent humainement, socialement, digitalement. Donc, merci pour ces partages. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions. S'il y a des questions, on va les poser à nos intervenantes et intervenants. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on arrive à la fin de ce rendez-vous LEW. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, rendu. Je veux juste dire quelque chose, Anthony, pardon, je te coupe, pour dire pour Vincent, parce que j'ai trouvé qu'il était passionnant, voilà. Je l'ai écouté jusqu'au bout, j'étais là et j'ai trouvé Vincent passionnant, avec plaisir pour boire un café avec toi, Vincent. Dès que j'ai fini mes 13 rentrées, au mois d'octobre. Alors, je ne sais pas si tu es sur Paris. Ouais, je suis sur Paris, les Lyon, Bordeaux, Shanghai et Alger, mais c'est juste un mois d'octobre un peu compliqué. Et après, Paris, New York. Et puis, pour celles et ceux qui sont à l'événement du Hub Forum, on peut aussi se retrouver la semaine prochaine au Hub Forum du Hub Institute. Merci. C'est top, c'est top, c'est top. Eh bien, merci beaucoup pour tout cela. On arrive à la clôture de cette 15e édition des Rendez-vous LW et 3e édition des Rendez-vous spéciales Femmes d'influence. On tenait donc avec Maud à toutes et tous vous remercier pour votre présence et vos partages d'expériences si riche. Merci à tous aussi de nous avoir suivis, d'avoir tweeté aussi énormément. Je n'arrive pas à suivre avec le hashtag rendez-vous LEW. Merci beaucoup. Pour nous, eh bien, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter, sur le compte Les Experts du Web. Vous pouvez nous retrouver aussi sur socialmediaoptimization.fr et puis sur Visibilize aussi, notre média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Grand merci à toutes et à tous. Et aussi sur le compte Inclunum, qui traite d'inclusion numérique tout de même. Il fallait le dire. Bravo, Maud. C'est important, il fallait le souligner. Bravo pour vos engagements. C'est en lien avec le sujet du jour. Absolument. Mais merci à toutes et à tous. C'était vraiment super ces partages et merci aussi d'avoir fait le lien aussi sur les réseaux sociaux. C'est super. Grand merci à toutes et à tous. Un grand merci. Passez une belle soirée. Merci. Merci. Excellente soirée à tous et à tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.